Mon fils m'a servi un verre de vin et a fait glisser un dossier de mise sous tutelle sur la table. Il pensait encore que j'étais une veuve isolée. Il n'en avait aucune idée. Mon avocat devait sonner à la porte à 19h15 précise. Mon fils m'a servi du vin. Un pomme-roll, un excellent cru. Le genre de bouteille que l'on achète quand on veut que quelqu'un se sente enveloppé de chaleur avant de lui infliger quelque chose de glacial. Il avait déjà fait glisser la chemise cartonnée sur la table basse avant même que j'aie eu le temps de retirer mon manteau. C'était un dossier juridique de couleur crème, épais comme une petite bible, avec les mots « Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle et de protection des biens », imprimés en police avec empattement soigné sur la page de garde. Il me l'a annoncé de la même manière qu'on expliquerait les options de sécurité d'une voiture. De façon factuelle, presque avec gentillesse. C'est très courant, maman. Beaucoup de familles font cela de manière proactive. C'était Aurélie qui parlait, debout près de la cheminée dans son pull en cachemire. Une main enserrait son propre verre de vin, l'autre était pressée à plat contre son sternum, comme si elle essayait de stabiliser son propre cœur. Elle avait répété cette phrase. Je pouvais le deviner à la façon dont ses yeux évitaient soigneusement les miens en la prononçant. Julien, mon fils, mon premier-né, le garçon que j'avais conduit au conservatoire pour ses leçons de piano 2 fois par semaine pendant 6 ans. S'est penché en avant depuis le fauteuil en face de moi et a dit avec une patience travaillée, « Ce serait beaucoup plus simple si tu coopérais de ton plein gré. » J'ai regardé ma montre. 19h14. Je vais attendre juste une petite minute, ai-je répondu d'un ton plaisant. Quelques personnes supplémentaires vont nous rejoindre. Le silence qui a suivi était extraordinaire. J'ai vécu 73 ans et j'ai appris que le silence a une texture. Le silence dans cette pièce avait la texture de 2 personnes réalisant simultanément qu'elles venaient peut-être de commettre une erreur très grave. Julien a regardé Aurélie. Aurélie a regardé Julien. Aucun d'eux ne m'a regardé. Ils ne m'avaient pas regardé, pas vraiment regardé, depuis 11 ans. C'était leur première erreur, et la plus fatale. Deuxième partie, la veuve et le mur. Laissez-moi vous parler de la femme que mes enfants pensaient avoir en face d'eux ce soir de décembre. Après la mort de mon mari, Pierre, il y a 11 ans, j'avais 2000 € sur un compte courant et une vue sur un mur de briques. C'était tout. Pierre avait été le visage de tout. Les relations, les affaires, les dîners en ville, les poignées de main. Notre nom ne figurait sur rien qui nous appartenait réellement. Son associé, Gérard, avait structuré les choses ainsi à dessein. Et je le savais depuis 20 ans, mais je n'avais rien dit parce que Pierre croyait en Gérard comme certains hommes croient en Dieu. Silencieusement, de manière absolument immunisée contre l'épreuve. Le lendemain de l'enterrement, Julien m'a emmené déjeuner au cercle interallié. Il m'a regardé par-dessus la nappe blanche et m'a dit « Tu es résiliente, maman. Tu trouveras une solution. » Puis il a repris son téléphone. Aurélie, elle, m'a envoyé une carte cadeau Monoprix de 250 € depuis sa maison de maître à Saint-Germain-en-Laye, avec son double garage et sa fille au père. J'ai emménagé dans une chambre de bonne dans le 20e arrondissement de Paris. Une salle de bain partagée au bout du couloir, un radiateur qui claquait chaque nuit à 2 h du matin comme s'il avait une confession à faire. Et je me suis mise au travail. 31 ans à regarder Pierre monter des affaires, les déjeuners auxquels j'assistais, les contrats que je lisais pendant qu'il était au téléphone, les documents financiers que j'absorbais discrètement pendant 3 décennies parce que je ne suis pas. Contrairement à ce que mes enfants croyaient apparemment, un objet décoratif, m'avait donné une éducation qu'aucun programme de MBA n'enseigne. Je comprenais le risque. Je comprenais l'effet de levier. Je comprenais qu'une grande partie de ce qui sépare les gens riches des autres est simplement la volonté d'agir quand tout le monde hésite. J'ai sollicité des faveurs auprès de 3 hommes que Pierre avait aidés des années auparavant et qui lui devaient, et par extension me devaient, une dette morale. J'ai trouvé un petit immeuble commercial en difficulté à Aubervilliers que tous les courtiers de la ville avaient enterré. Je l'ai restructuré, loué, puis revendu 14 mois plus tard pour un montant qui a fait trembler mes mains au moment de signer les papiers chez le notaire. Je n'ai pas fêté l'événement. J'ai réinvesti. Je l'ai fait encore et encore. J'ai travaillé méthodiquement, discrètement et seul.
J'ai gardé mon nom hors des communiqués de presse. J'ai utilisé des sociétés de holding. J'ai payé d'excellents avocats pour structurer les choses de sorte que rien ne remonte à Hélène Bernard de manière évidente. Non pas par honte, ni par paranoïa. Mais par la connaissance très spécifique que, dès l'instant où les gens savent qu'une veuve de 70 ans possède de l'argent, ils commencent à planifier comment le lui prendre. J'avais raison à ce sujet, comme cela s'est avéré. Aujourd'hui, Bernard Capital Partenaire détient des actifs évalués à environ 850 millions d'euros. Mes enfants, jusqu'en octobre dernier, n'en avaient aucune idée. Ils pensaient que je vivais dans un bel appartement du 16e arrondissement, un appartement loué, financé par un modeste portefeuille d'investissement que Pierre m'aurait laissé. Ils pensaient que j'étais une femme qui avait parfois besoin d'aide pour ouvrir des bocaux. Ils pensaient, en me regardant, qu'ils voyaient l'avenir, et que cet avenir était gérable. C'était leur deuxième erreur. Troisième partie, le changement de vent. Je l'ai remarqué d'abord dans l'atmosphère. En octobre dernier, Julien a commencé à m'appeler pour organiser un brunch hebdomadaire. Chaleureux, attentionné, facile. Le genre de chaleur qui ne coûte rien à simuler, mais qui coûte quelque chose à ressentir vraiment. Il s'enquérait de ma santé. Il me raccompagnait à ma voiture après. Une fois, il m'a pris le bras pour descendre des marches que je négocie parfaitement bien depuis 20 ans. Je me suis dit, peut-être qu'il mûrit. Peut-être que la perte de son père l'a enfin rattrapé. Peut-être est-ce la version de mon fils que j'ai toujours espérée. Mais je ne suis pas une femme sentimentale. Je suis une femme qui a survécu à une chambre de bonne et à une vue sur un mur, et qui a construit quelque chose d'extraordinaire à partir de 2000 € et du refus déterminé de rester assise tranquillement à attendre d'être secourue. Je connais la différence entre la chaleur sincère et les courants d'air. Aurélie a commencé à m'appeler les mercredis. Maman, tu te souviens de ce dont nous avons parlé la semaine dernière? Nous n'avions pas parlé. Elle l'a fait 3 semaines de suite. La 3e fois, j'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine après avoir raccroché et je suis restée là pendant 1 minute entière. Mon thé infusait. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre avec un angle bas et j'ai senti avec une clarté totale que mes enfants construisaient quelque chose dont je n'étais pas censée être au courant. J'ai acheté un petit carnet en cuir marron dans la papeterie du coin. Un Moleskine, celui avec l'élastique. J'ai noté chaque appel, chaque visite, chaque question, la date, l'heure, le contenu, ce qui était dit, plus important encore, ce qui était en train d'être échafaudé. Puis ma banque m'a appelé. Le 3 novembre à 10h42. Un responsable de la conformité nommé Daniel Reyes m'a dit qu'il travaillait pour la banque depuis 12 ans, et il avait la voix posée et prudente de quelqu'un qui a déjà passé des appels désagréables. Quelqu'un se faisant passer pour ma fille Aurélie avait appelé 2 jours plus tôt, tentant d'obtenir 24 mois de mes relevés de compte. Ils avaient présenté une fausse autorisation. La demande avait été signalée parce que le numéro de téléphone de l'appelant ne correspondait à aucun numéro de mon profil client. Puis il m'a appris autre chose. Quelqu'un se faisant passer pour un avocat, un certain maître Ardouin du cabinet Ardouin et associé à Lyon, avait séparément tenté d'accéder à mes 5 dernières déclarations de revenus par l'intermédiaire d'une société qui gère certains de mes anciens comptes. J'ai noté le nom. J'ai mis fin à l'appel. Je suis allé sur l'annuaire du Conseil national des barreaux et j'ai cherché maître Ardouin. Aucun résultat. J'ai cherché dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rien. Je suis resté immobile à ma table de cuisine pendant ce qui aurait pu être 4 minutes ou 40. Je n'en suis pas sûre. Mon thé était devenu froid. J'étais consciente d'une qualité d'attention particulière s'installant en moi, le genre de sensation que je n'avais pas ressentie depuis ces premiers mois dans la chambre de bonne où chaque décision avait un poids vital. Puis j'ai repris mon stylo. 4e partie, le dossier. C'était un accident, et puis ça ne l'était plus. Julien utilisait ma vieille tablette lors de sa visite en novembre. Il avait oublié son chargeur de téléphone et avait besoin de chercher quelque chose, et je lui avais tendu l'appareil sans réfléchir. Il me l'a rendu avant de partir. Je l'ai reposé sur le comptoir.
2 jours plus tard, je l'ai pris pour lire les actualités et j'ai remarqué que l'application de messagerie était encore ouverte. Julien s'était connecté avec ses propres identifiants et avait oublié de se déconnecter. J'aurais dû la fermer immédiatement. J'ai failli le faire. Mais au lieu de cela. Et je veux être clair sur le fait que je comprends la complexité morale de ce que je m'apprête à vous dire. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai posé ma tasse de café à ma droite et j'ai commencé à lire. Il avait un dossier. Il l'avait nommé avec l'insouciance particulière de quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé que quiconque puisse regarder « Maman ». À l'intérieur, 14 courriels s'étalant sur 6 semaines. Le premier provenait d'un certain Dr Frédéric Altman, décrit dans un courriel suivant par l'avocat de Julien comme étant hautement expérimenté dans les évaluations de capacité pour la planification successorale. J'ai fait des recherches sur le Dr Altman plus tard dans la soirée. Il avait témoigné dans 11 affaires de tutelle au cours des 4 dernières années. Il n'avait jamais une seule fois, dans aucune de ces affaires, conclu que le sujet était mentalement compétent. Son tarif était de 8 500 € par évaluation. Le deuxième fil de discussion concernait l'avocat avec lequel Julien travaillait. Son nom était effectivement Maître Ardouin, il n'était pas un fantôme, mais simplement radié du barreau en France et opérant depuis un bureau au Luxembourg. Il se spécialisait, expliquait son site web, dans les affaires successorales contestées et le conseil en droit des personnes âgées. Le troisième fil contenait un document, un calendrier. Il prévoyait de déposer la requête de mise sous tutelle le 15 décembre. Ils avaient choisi le 15 décembre spécifiquement, comme l'expliquait le courriel de Julien à Ardouin, parce que les calendriers des tribunaux sont allégés pendant les fêtes et que les audiences initiales sont plus difficiles à contester rapidement. Ils avaient l'intention d'utiliser l'évaluation du Dr Altman pour établir mon incapacité. L'évaluation avait apparemment déjà été rédigée sur la base du témoignage écrit d'Aurélie concernant mes prétendus oublis et mes conversations téléphoniques confuses. Le Dr Altman ne m'avait jamais rencontré, ne m'avait jamais parlé, n'avait jamais été dans la même pièce que moi. Il avait déjà écrit sa conclusion. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai éteint la tablette. Je suis allé vers l'évier de la cuisine, j'ai ouvert l'eau froide et j'ai pressé mes 2 poignées dessous pendant environ 30 secondes. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite quand j'ai besoin de revenir à moi-même. Puis j'ai appelé Maître Victor Lefebvre. Victor est mon avocat depuis 9 ans. Il a 61 ans, une voix comme une bibliothèque ancienne et la patience de quelqu'un qui a presque tout vu. Quand je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, il y a eu un silence. Pas le silence de la surprise, mais le silence d'un homme réorganisant ses priorités en temps réel. Je mets la bouilloire en marche, a-t-il dit. Je serai là dans 20 minutes, ai-je répondu. J'y étais en 17. 5e partie, la contre-attaque. Ce qui a suivi a été 9 jours d'un travail extrêmement silencieux et méthodique. Victor a fait appel au docteur Sophia Belkacem. Le docteur Belkacem est neuropsychologue à la faculté de médecine de la Sorbonne. Elle a été consultante pour le ministère de la Justice, a publié 47 articles évalués par des pairs sur l'évaluation cognitive et a témoigné dans plus de 200 procédures judiciaires. Elle n'a jamais, selon les mots de Victor, été contestée avec succès sur sa méthodologie dans une salle d'audience. Sa liste d'attente pour des évaluations indépendantes est normalement de 4 mois. Victor a sollicité une faveur. Elle m'a reçu le 4 décembre. L'évaluation a duré 3h30. Elle a administré le test de Montréal, le test des tracés, une batterie neuropsychologique complète et un long entretien structuré. Elle a examiné mes dossiers financiers, non pas pour évaluer ma richesse, mais pour évaluer la complexité des prises de décision qu'ils représentaient. Son rapport faisait 11 pages. Je ne citerai que le paragraphe pertinent. Madame Bernard fait preuve d'une fonction cognitive exceptionnelle dans tous les domaines évalués, y compris les fonctions exécutives, la mémoire de travail, la fluidité verbale, la vitesse de traitement et le raisonnement abstrait. Ses scores se situent dans la fourchette supérieure pour sa tranche d'âge, et pour plusieurs mesures, dans celle de la population adulte générale. Il n'existe aucune base clinique pour une quelconque inquiétude concernant sa capacité à gérer ses affaires personnelles ou son patrimoine.
11 pages, un seul paragraphe qui mettait fin à leur plan avant même qu'ils n'aient déposé le moindre document. Pendant ce temps, l'associée de Victor, une experte comptable judiciaire nommée Patricia Valois, qui a passé 12 ans à la brigade financière, a commencé à documenter la tentative de fraude contre mes comptes. La soumission d'une fausse procuration, l'usurpation d'identité de l'avocat, la tentative coordonnée d'accéder à mes dossiers financiers sous de faux prétextes. Patricia était méthodique comme le sont les gens qui ont passé des années à monter des dossiers devant tenir devant une cour d'assises. Le 6 décembre, Victor m'avait aidé à transférer 850 millions d'euros dans une fiducie irrévocable, correctement structurée et protégée par la loi. La fiducie nommait 3 fiduciaires indépendants, Victor, une ancienne juge fédérale nommée Hélène Marche, et le directeur d'une fondation caritative que je soutenais depuis des années. Pas un euro ne pouvait bouger sans un vote unanime des 3. Mes enfants, s'ils avaient réussi, auraient obtenu la tutelle sur ma personne et mes biens. Ils auraient trouvé un patrimoine verrouillé dans une structure qu'ils n'avaient aucune qualité juridique pour toucher. Je veux que vous compreniez que je n'ai pas fait cela par rage. Je l'ai fait parce que, quand vous découvrez que les gens que vous aimez sont capables d'une telle chose, la réponse appropriée n'est pas de s'effondrer. La réponse appropriée est de construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. 6e partie, l'invitation. Julien a appelé le 13 décembre. Chaleureux, facile, rien d'inhabituel. Il a suggéré un dîner chez lui le 17 décembre, 2 jours après la date limite de leur dépôt de requête. Il était confiant à ce moment-là que la demande avait été déposée et que le calendrier des vacances jouait en leur faveur. Il ne savait pas que Victor surveillait le greffe du tribunal. Aucune requête n'avait été déposée. Le délai était passé. « Habille-toi chaudement », a dit Julien. « Ils disent qu'il fera froid. »« Je mettrai plusieurs couches », ai-je répondu. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de cela, j'ai appelé Victor, je lui ai donné la date, et nous avons finalisé les derniers papiers. Victor arriverait avec ses 2 associés, Marcus Chen, qui gère la remise de documents pour les affaires successorales complexes, et une femme nommée Grace, qui a un talent très particulier pour rester assise très calmement dans des pièces où les gens perdent le contrôle d'eux-mêmes. Victor ne m'a conseillé qu'une seule chose, laissez-les finir. Il a tout dit. Ne les interrompez pas. Ne réagissez pas. Ne leur montrez rien jusqu'à ce qu'il soit temps. Je sais, Victor, ai-je dit. J'ai été patiente depuis octobre. 7e partie, retour dans la pièce. Voici ce que ces 9 minutes ont ressenti de l'intérieur. Le salon de Julien est décoré dans le style de quelqu'un qui lit des magazines d'architecture. Des lignes épurées, des meubles coûteux, la suggestion d'un goût assemblé par un professionnel. Il y a une cheminée. Aurélie se tenait près d'elle, comme je l'ai dit, dans son pull en cachemire. Elle était venue de Saint-Germain-en-Laye pour cela. Ils m'ont laissé m'installer. Ils ont servi le vin. Puis Julien a pris le dossier sur la table d'appoint. Il l'avait mis en scène, je l'ai remarqué, à portée de main, et l'a fait glisser sur la table basse avec une délibération qui m'a indiqué qu'il avait répété ce moment. Peut-être même s'était-il entraîné sur l'angle de la glissade. Nous sommes inquiets, a commencé Aurélie, depuis un moment maintenant. Nous avons remarqué certaines choses, maman. De petites choses, ta mémoire, a ajouté Julien. Oui, et nous voulons juste nous assurer que tu es protégé. C'est tout ce que c'est. Le dossier était de couleur crème. Requête aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle. La même page de garde. Maître Ardouin listé comme avocat requérant. Julien a dit, il y a l'avis d'un médecin à l'intérieur, un spécialiste très réputé. Il t'a évalué sur la base de... Sur la base de ce que vous lui avez dit, ai-je coupé. Un battement de cils. Sur la base de préoccupations documentées, a rectifié Julien avec précaution. J'ai hoché la tête. J'ai regardé ma montre. 19h14. J'ai dit, je vais attendre juste 1 minute. Quelques personnes supplémentaires vont nous rejoindre. Et j'ai déjà décrit le silence qui a suivi. À 19h15, je me suis levée, je suis allée à la porte d'entrée et je l'ai ouverte moi-même.
Victor est entré le premier, imposant dans son beau pardessus, portant une mallette de documents, puis Marcus Chen avec 2 mallettes supplémentaires. Puis Grace, qui a salué tout le monde agréablement et s'est assise dans le fauteuil du coin comme si elle avait été invitée. Victor a posé son propre dossier sur la table. Il l'a placé précisément au-dessus de leur dossier. Puis il s'est assis, a joint ses mains et a dit de cette voix que j'ai toujours aimée pour son absence totale de théâtralité, « Mon nom est Maître Victor Lefebvre. Je suis l'avocat de Madame Bernard depuis 9 ans. J'aimerais passer en revue quelques éléments ce soir, si vous me le permettez. » Le visage de Julien est passé par 5 expressions en environ 4 secondes. J'ai observé les 5. Il y a quelque chose de très particulier à regarder quelqu'un réaliser que ce qu'il croyait être son plan était en fait le plan de quelqu'un d'autre. Victor a exposé la documentation avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui a passé des décennies à faire exactement cela. La fraude bancaire, la fausse soumission de procuration, le rapport judiciaire de Patricia Valois, les relevés téléphoniques de la tentative sur mes impôts, l'absence d'inscription au barreau français pour Maître Ardouin. Les 14 courriels d'un dossier que Julien lui-même avait nommé « Maman », l'historique du docteur Altman et ses témoignages rémunérés dans 11 cas consécutifs, concluant tous à l'incapacité, l'impossibilité statistique dont Victor avait déjà informé l'ordre des médecins. Puis l'évaluation psychiatrique du docteur Sophia Belkacem de la Sorbonne. Victor l'a ouverte au paragraphe final. 11 pages. Marcus a tendu une copie à Julien. Marcus a tendu une copie à Aurélie. Aurélie l'a lu, puis l'a relu. Enfin, Victor a posé le dernier document sur la table. Une seule page. En haut, résumé de la fiducie Bernard Capital Partenaire, exécutée le 6 décembre. En bas, un chiffre, 850 millions d'euros. Julien a lu le chiffre, l'a relu. Il a levé les yeux vers moi. Je ne suis pas certaine qu'il m'ait jamais vraiment regardé auparavant. Pas de la manière dont il m'a regardé à cet instant. Aurélie a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Un petit son doux, comme un effondrement. Elle a posé son verre de vin sur la cheminée, et sa main n'était pas tout à fait stable. J'ai ramassé mon téléphone sur la table basse. J'ai boutonné mon blazer. Je me suis levée. Je vous ai tous les deux bien aimés, ai-je dit. Ce que vous avez fait de cet amour ne regarde que vous. Je suis sortie par la porte par laquelle j'étais entrée, dans la nuit froide de décembre. L'air était vif et pur, je l'ai inhalé et j'ai senti pour la première fois depuis octobre que le poids de tout cela s'était levé. Derrière moi, la pièce était plongée dans un silence complet. 8e partie, ce que Victor a dit à la voiture. Sa main sur mon bras m'a arrêté près de la voiture. Hélène. Je me suis retournée. Son visage à la lumière du porche était sérieux, de cette façon qu'il a quand il est sur le point de me dire quelque chose qu'il souhaiterait ne pas avoir à dire. Il y a autre chose. Quelque chose que nous avons trouvé et que je ne vous ai pas encore dit. J'ai soutenu son regard. Patricia l'a trouvé en faisant l'analyse financière. Il y avait une tierce partie impliquée dans les tentatives d'accès au compte. Quelqu'un qui a fourni les informations financières originales, les numéros de compte, le nom de votre cabinet de gestion fiscale qui leur a permis de passer ces appels au départ. J'ai attendu. C'était l'ancien associé de Pierre, Gérard. Je suis restée dans le froid un instant. Gérard, l'homme qui avait passé 2 décennies à structurer les affaires de Pierre pour que rien ne me reste, qui avait envoyé des fleurs à l'enterrement et m'avait serré la main en disant, avec un visage plein d'une tristesse qui paraissait authentique, « Hélène, Pierre serait si fier de vous. » Il était en contact avec Julien depuis mars, a dit Victor doucement. 8 mois. Il savait apparemment, ou soupçonnait, que Pierre vous en avait révélé plus sur vos premières conversations que nous ne le pensions. Il craignait que vous ne poursuiviez certaines réclamations contre lui. Il a pensé que neutraliser votre capacité juridique était le moyen le plus sûr de se protéger. J'ai dit, oui, j'ai repensé à mars. J'ai repensé au premier brunch, à la soudaine chaleur de Julien, au changement de pression atmosphérique que j'avais ressenti avant que le ciel ne change. J'ai pensé à Gérard, qui savait exactement ce que je valais pour lui en tant que menace, et qui avait fait le calcul et décidé d'agir. J'avais fait une erreur.
J'avais supposé que cela ne concernait que mes enfants. La recommandation de Maître Ardouin venait du réseau de Gérard, a continué Victor. Le docteur Altman également. Gérard a été impliqué là-dedans dès le début. Le rapport de Patricia est complet et documenté. Le procureur recevra le dossier de Gérard dès demain matin. Le signalement pour fraude est envoyé simultanément. Il y a aussi la question de certaines représentations qu'il a faites aux fiduciaires de vos comptes en 2012 et que Patricia a maintenant documentées de manière approfondie. Et quel genre de représentation ? L'expression de Victor était celle qui précède un chiffre. Environ 14 millions d'euros de détournement, a-t-il dit. Sur les 4 années précédant la mort de Pierre. Je suis resté là, dans l'air froid de décembre, 11 ans de vue sur un mur de briques et de salles de bain partagées et de refus de s'effondrer, tout cela se cristallisant quelque part derrière mon sternum. Victor, ai-je dit, est-ce que la plainte au civil est viable ? Patricia le pense. Moi aussi. J'ai hoché la tête une fois. Programmez-la. Il a acquiescé, a ouvert la porte de ma voiture. Je suis monté. Il l'a refermée. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans le noir, le long de routes que je connais depuis des décennies. Le chauffage s'est mis en marche lentement. Les lumières de la ville étaient douces sur les bords à travers le pare-brise. J'ai pensé à Pierre, aux années que j'avais passées sur ce siège passager à le regarder construire des choses, absorbant tout ce qu'il n'avait jamais pensé à m'enseigner parce qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit que je pourrais en avoir besoin. J'ai pensé à la chambre de bonne et au radiateur qui claquait à 2 heures du matin et aux 2000 € et au refus absolu, au plus profond de moi, de m'écrouler. J'ai pensé à Julien faisant glisser ce dossier sur la table comme une pièce d'échec. J'ai pensé à Gérard en train de calculer. J'ai pensé au regard sur le visage de mon fils quand il a lu le chiffre sur cette page. Et je me suis dit, ils ont construit cela, chaque brique. Ils m'ont eux-mêmes fourni les matériaux. Épilogue. 6 mois plus tard, Gérard a démissionné de son cabinet en février, la semaine avant que le procureur n'annonce qu'il engageait des poursuites pour fraude financière, abus de faiblesse. Association de malfaiteurs et plusieurs chefs d'accusation supplémentaires que son avocat essaie encore de contenir. Les autres associés de son cabinet ont agi rapidement et de manière décisive pour se désolidariser. Sa villa de Deauville est sur le marché depuis mars. Maître Ardouin a été définitivement radié et coopère avec les enquêteurs. La licence du docteur Frédéric Altman est sous révision formelle par le Conseil de l'Ordre. Ses témoignages dans les 11 affaires de tutelle précédentes sont réexaminés par 3 tribunaux différents. Julien ne m'a pas appelé. Aurélie a appelé une fois en janvier. Elle a dit, je ne savais pas pour Gérard. Elle dit peut-être même la vérité. Je n'ai pas encore décidé quoi faire de cela. Victor et moi avons réglé la réclamation civile contre le patrimoine de Gérard en avril. Je ne divulguerai pas le montant. C'était significatif. Je vis toujours dans mon appartement, j'ai toujours la vue que j'ai choisie. Pas un mur de briques, pas un penthouse, juste un coin tranquille d'une ville que j'aime avec une belle lumière le matin et une bouilloire qui prend exactement 3 minutes et 40 secondes pour bouillir. Je le sais parce que je l'ai chronométré maintes et maintes fois tôt le matin, quand je m'assois avec mon petit carnet en cuir marron et que j'écris ce que je remarque. Les vieilles habitudes ont la vie dure. La fiducie reste irrévocable. Les 3 fiduciaires restent en place. Victor appelle les jeudis. Patricia Valois envoie des rapports trimestriels. Le docteur Belkacem et moi avons pris un café le mois dernier. Elle avait des questions sur l'un de mes investissements immobiliers pour un article qu'elle écrit sur la performance cognitive chez les adultes âgés. Et j'avais des questions sur les neurosciences du raisonnement motivé. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je suis rentré chez moi sous une pluie de printemps, les fenêtres légèrement ouvertes, pensant au moment où je m'étais assise en face de mes enfants dans cette pièce, où j'avais regardé ma montre et dit, je vais attendre juste 1 minute. 1 minute. 11 ans de chambre de bonne. 11 ans de silence, de méthode et de solitude, pour 1 minute. Ils n'ont jamais compris ce que cette minute leur a coûté. Ils n'ont jamais compris que la femme assise en face d'eux ce soir-là, la femme qu'ils avaient enivrée de bon vin et enveloppée d'une sollicitude feinte en lui tendant un dossier juridique qu'elle était censée signer.
avait déjà déposé sa contre-requête devant le seul tribunal qui comptait, celui où l'on construit brique par brique, à partir de 2000 € et d'une vue sur un mur, jusqu'à ce que personne ne puisse plus vous toucher. J'en viendrais presque à avoir de la peine pour eux. Presque,